Du coup, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents, de vous être rendus disponibles pour cette conférence, première du genre hein, pour la communauté des aires éducatives. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marion Besançon, je travaille à l'Office français de la biodiversité, je suis basée à Brest et j'ai en charge avec d'autres collègues la coordination du dispositif au niveau national des aires terrestres et des aires marines éducatives. Donc voilà, l'idée, c'est de vous proposer des petites conférences sur un format très court, lié à votre temps disponible pour, enrichir les projets, aller sur d'autres horizons, prendre du temps pour, voilà, explorer d'autres choses. Donc là, c'est la première du genre sur les réflexions philosophiques à mener avec les élèves, une thématique qui est vraiment très très intéressante et pour laquelle va nous éclairer Myriam Mécoire, que vous avez ici présente. L'idée, c'est du coup de faire une présentation de 40 minutes ou un peu plus et d'enchaîner avec une séance de questions-réponses. Je vous ai tous mis en mute, obligatoire. Vous ne pouvez pas réactiver votre micro pour éviter les interférences pendant la conférence, mais je pourrais les réactiver à la fin pendant les questions, bien sûr. Bien sûr, c'est un teaser, hein, j'ai envie de dire, c'est pour vous donner un avant-goût, vous donner envie voilà, de cette pratique philosophique en lien avec les enjeux environnementaux, parce qu'une heure, c'est pas du tout suffisant pour couvrir l'ensemble du sujet, mais c'est voilà, vous donner un petit goût de ce que c'est, une envie, et après, à vous de nous dire pourquoi pas aller plus loin. Pendant la présentation de Myriam, vous pouvez, si vous avez des questions et que vous avez peur de les oublier, les noter dans le chat et on reviendra vraiment à cette période de questions à la fin. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous enverrai aussi, comme je l'ai fait pour ceux qui ont participé à des ateliers d'échange, un questionnaire de satisfaction voilà, pour faire évoluer un peu nos pratiques sur ces conférences et répondre vraiment à vos attentes, à vos besoins. Donc, je pense que j'ai tout dit et là, maintenant, j'arrête de parler et j'écoute à mon tour. À toi, Myriam. Eh bien, merci beaucoup Marion et merci à vous tous de votre présence. Merci au réseau de l'Office français de la biodiversité et pour ce dispositif des aires éducatives et pour l'intérêt du coup que vous portez tous à la pratique philosophique avec les enfants. Donc, pendant cette petite présentation, je vais essayer de vous présenter très succinctement en quoi la pratique philosophique à l'école peut permettre aux élèves d'apprendre à penser par eux-mêmes et à contribuer en même temps à les éveiller à toutes les questions existentielles qui sont liées finalement à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Peut-être une première remarque en préambule. Il y a un constat que tout le monde s'accorde à reconnaître en ce moment, qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'observation du fait que nos élèves, nos enfants, manquent cruellement d'esprit critique. Or, on le sait, cette lacune d'esprit critique s'avère finalement dommageable pour la société, pour la démocratie. Pourquoi? Peut-être, je pense, parce qu'en France, il faut attendre l'année de terminale pour rencontrer la discipline de la philosophie, quand on a la chance, bien évidemment, d'arriver jusqu'au bac et qu'on a la chance aussi d'être peut-être en filière générale, puisque les filières professionnelles ne font jamais de philosophie. Sans doute aussi parce que la didactique de cette discipline reste centrée sur un enseignement principalement frontal, magistral, qui va se présenter plutôt comme une histoire de la philosophie. On va étudier des courants de pensée, des auteurs, et où finalement les élèves sont, par manque de temps, trop peu invités à débattre et à penser par eux-mêmes. On le constate, ce défaut d'esprit critique se révèle problématique pour la société, pour la vitalité de notre démocratie, car il empêche finalement nos enfants, nos élèves d'affronter de façon éclairée les grands enjeux du monde dans lequel ils vivent, mais aussi de comprendre bien sûr les défis environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Ben, je rajouterais que derrière cette première grille de lecture, il y a aussi la nécessité absolue de redonner du sens aux apprentissages pour questionner le rapport au savoir des élèves et au-delà leur rapport au monde. Et dans ce domaine, la philosophie, par l'éducation de la pensée critique et complexe qu'elle va induire, va s'attacher justement à travailler des habiletés de pensée et des habitudes démocratiques qui vont permettre notamment de
décrypter et de passer au crible. Hop là, attendez, j'ai un petit souci avec le diapo. Problème. Ah, voilà. De décrypter et de passer au crible. Donc, je vous le disais, pardonnez-moi, les informations qu'on reçoit en flux continu, mais aussi de prendre conscience de la place qu'on occupe dans la société, d'apprendre donc ensuite à coopérer collectivement et finalement à expérimenter aussi sa capacité à agir sur le monde. Alors, pour commencer, je vais vous proposer un petit test en espérant que… Alors, ce n'est pas interactif parce que les micros sont coupés, mais en gros, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous voyez en premier. Alors, certains d'entre vous auront pu voir peut-être un canard, alors que d'autres auront vu un lapin. Eh bien, ce petit dessin, déjà, illustre l'idée qu'il existe à propos d'un sujet, d'une question, d'un dessin, d'un texte ou d'une situation, une grande pluralité de points de vue, car finalement, ceux qui ont vu un canard n'ont pas plus tort ou raison que ceux qui ont vu un lapin. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place dans nos ateliers de philosophie, justement, le fait que les élèves puissent appréhender cette notion-là de la grande diversité de points de vue et justement, à travers la pratique assidue et régulière, autoriser finalement ce qu'on appelle la conflictualisation de la pensée. On va donc voir ensemble comment ces ateliers de philosophie répondent à une double attente. Alors voilà comment je vais articuler la petite intervention d'aujourd'hui. Comme je le disais en préambule, force est de constater qu'il y a un malaise à l'école et ce phénomène ne date pas d'hier. Déjà au XIXe siècle, le pragmatiste philosophe John Dewey avait identifié cette crise de l'école comme l'impossibilité pour les jeunes à faire du lien entre eux et ce qu'ils apprennent. Et cette question du rapport au savoir, moi je trouve, elle est trop absente des débats sur l'éducation. Or, à travers la pratique du philosophie, on va s'inscrire justement dans une démarche plus participative, plus délibérative, qui, par les dispositifs qu'elle va mettre en place, va favoriser d'abord un climat de confiance en créant des espaces sans jugement qui vont libérer la parole et permettre à la pensée de surgir et de se déployer. Autre point important également à souligner, c'est que cette pratique favorise de très nombreuses compétences socio-cognitives et renforce également les compétences langagières. J'insiste là-dessus parce que n'oublions pas que c'est dans les mots que la pensée se cherche. C'est une citation de Michel Tozzi. Je vous en parlerai tout à l'heure. En effet, dès qu'il commence à parler, l'enfant est capable d'organiser un raisonnement. Puis ensuite, c'est à l'adolescence qu'il va construire sa pensée propre. Cette pensée va se complexifier en même temps qu'elle va se singulariser. Finalement, apprendre à penser par soi-même va constituer un formidable progrès dans la compréhension du monde et un élargissement aussi du champ de réflexion. Mais revenons un petit peu à cette pratique. Quand et où est-elle née? Alors, il faut savoir que ce sont l'UNESCO et l'Université de Nantes qui portent depuis 2016 la première et unique chaire UNESCO au monde, spécifiquement dédiée à la pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents à l'école et dans la cité. Derrière ce mouvement aujourd'hui mondial, puisque plus de 80 pays aujourd'hui proposent des ateliers de philosophie dès l'âge de 5 ans, il y a la volonté de faire respecter le droit à l'éducabilité pour tous, mais aussi le droit à philosopher pour tous, faire respecter également la Convention internationale des droits de l'enfant qui a fêté 20 novembre dernier son 31e anniversaire, et au passage, bien sûr, d'appliquer les préconisations ministérielles. Alors, examinons le préambule de la chaire UNESCO. Hop, si ça marche. Alors, que nous dit ce préambule? Il nous dit l'actualité tragique partout dans le monde alerte les autorités publiques sur la nécessité d'éduquer dès le plus jeune âge les futurs citoyens et citoyennes à l'esprit critique, aux valeurs humanistes, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la nécessité d'un dialogue apaisé et respectueux entre toutes les cultures pour lutter finalement contre toutes les formes de dogmatisme. Et cette chaire à l'UNESCO qui concerne les enfants âgés de 4 à 18 ans a pour objectif justement d'aller aider au développement de ces pratiques citoyennes et éco-citoyennes par la recherche, par la formation, par la diffusion d'outils pédagogiques dans les écoles et dans la cité, et bien entendu en cherchant à développer le dialogue entre tous les acteurs et les enfants du monde entier. Alors, c'est dans les années 70 que Matthew Lipman
professeur de logique à l'université de Stanford aux États-Unis, désespère devant des étudiants qui manquent cruellement d'esprit critique et d'outils réflexifs. Alors, il va mettre au point, Matthew Lipman, une méthode pour que cette formation commence plus tôt, dès l'école primaire. Sa méthode va rencontrer très rapidement un vif succès et va commencer d'abord à s'exporter au Canada, puis il y a une vingtaine d'années en Europe. Voici à présent les deux figures, on va dire, incontournables de ce mouvement en France. Il y a Edwige Chirouter, qui fut, entre autres, ma directrice de recherche à l'Université de Nantes et qui est également la marraine de l'écume, et titulaire aussi de la chaire UNESCO, et Michel Tozzi, qui est bien sûr un philosophe, mais aussi surtout un didacticien et un grand partisan d'une refonte de l'enseignement de la philosophie. Ensemble, finalement, ils ont, avec d'autres que je n'ai pas le temps de citer, hélas, ils ont contribué à promouvoir et à diffuser dès 2015 cette pratique de la discussion à visée philosophique qui est aujourd'hui inscrite dans les programmes scolaires dans le cadre de l'éducation morale et civique. Une victoire finalement qui a été aussi largement soutenue par Michel Serres et Edgar Morin. Alors Michel Tozzi rappelle, et c'est intéressant à souligner, qu'au départ, il ne faut pas perdre de vue que la philosophie est d'abord transgressive du préjugé et de l'opinion. Il développe l'idée selon laquelle, je le cite, la démocratie a tout à gagner à faire réfléchir les jeunes le plus tôt possible à l'école par une éducation à une citoyenneté réflexive dans l'espace public scolaire qui la préservera des dérives possibles de la démocratie que sont par exemple la doxologie ou le règne de l'opinion, la sophistique ou l'art de vaincre par la parole, ou enfin la démagogie qui essaye de rallier son opinion au plus grand nombre. D'ailleurs, dès moins 300, Épicure, dans sa lettre à Ménécée, nous dit « Il n'est jamais trop tôt pour philosopher ». Alors là, c'était pour vous présenter un petit peu le contexte dans lequel est née cette pratique que encore beaucoup trop de monde considère comme surprenante. Mais quand on parle d'esprit critique, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Alors, on va regarder le sens et la signification de ce mot par son canal étymologique. Qu'est-ce que l'esprit critique? En philosophie, on aime bien clarifier les termes qu'on utilise afin qu'il n'y ait pas de quiproquo. Alors, le mot critique vient du latin criticus, qui est issu lui-même du grec ancien kritikos, et qui signifiait être capable de discernement, de jugement. Ainsi, être doté d'un esprit critique, c'est être capable finalement de passer une chose au crible du jugement de façon éclairée. On le voit, cette démarche, elle s'inscrit résolument dans une éducation à la citoyenneté, à la paix, à la fraternité, à la démocratie. Il s'agit de transmettre les valeurs de notre République, mais sans tomber dans le catéchisme ou le moralisme républicain. Il s'agit aussi de faire en sorte que nos élèves s'approprient de manière réelle les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et d'universalité par un apprentissage de leur pensée critique pour penser la complexité du monde. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans le préambule des programmes de l'éducation morale et civique, dont je vous livre ici un petit extrait. On le voit, il est également indispensable que tous les élèves soient invités à réfléchir sur des textes et des documents, à interpréter, construire une argumentation, non seulement en français, mais dans toutes les disciplines. On voit bien qu'ici, cette pratique philosophique, elle est interdisciplinaire et transversale. Il faut qu'ils soient entraînés à mobiliser leurs connaissances, leurs compétences dans des situations progressivement complexes, pour questionner, rechercher et raisonner eux-mêmes. Vous avez ici les attendus pour la fin de cycle 2 et la fin de cycle 3 dans les programmes scolaires. On voit bien que dans ce préambule, l'enjeu n'est pas seulement pédagogique, mais aussi politique, car ce n'est aucunement la mise en place d'une morale de la philosophie, mais bien une démocratisation de la discipline, trop souvent hermétique et élitiste. L'atelier philo va donc offrir aux élèves des outils intellectuels, des outils culturels pour apprendre à penser par soi-même. Alors, il existe 3 grands courants dans cette pratique du philosophie et par manque de temps, pardonnez-moi de vous les présenter très, très rapidement. Nous avons pour commencer le courant qu'on appelle le courant psychanalytique ou méthode Axas, Axas pour aide au groupe de soutien, d'aide de soutien. C'est une méthode qui est héritée du psychanalyste Jacques Lévin,
que moi, je n'utilise pas particulièrement parce que je pense qu'il faut quand même avoir une formation en psychologie, mais cela dit, j'ai été formée aussi pour animer de cette manière. Moi, j'utilise plutôt le deuxième et le troisième courant. Le deuxième qui s'appelle le courant démocratique ou éducation à la citoyenneté, qui va t'appeler évidemment sur le développement des habiletés de pensée que sont la problématisation, la conceptualisation, l'argumentation et l'interprétation, mais avec un accent plus fort porté peut-être sur, on va dire, la visée émancipatrice et démocratique par exemple, la nomination de fonctions au sein de la communauté de recherche philosophique. Et le troisième courant, qu'on appelle le courant philosophique, qui rejoint énormément le deuxième courant, mais qui, lui, va aussi vouloir s'appuyer sur des supports inducteurs très riches anthropologiquement, comme par exemple la littérature de jeunesse. Alors, on le voit, le courant que j'utilise, moi, c'est celui de éducation à la citoyenneté, qui est inspiré d'ailleurs de Matthew Lipman et de Michel Tozzi, également qui a été repris au Québec par Michel Sasseville à l'Université de Laval. Et je le mixe donc avec le troisième courant modélisé par Edwige Chiruter notamment. Alors voyons à présent en quoi ces ateliers de philosophie sont en totale cohérence avec l'éducation morale et civique. Les axes principaux des programmes d'éducation morale et civique se fondent justement sur les principes et les valeurs inscrits dans les grandes déclarations des droits de l'homme. Il s'agit de faire respecter le droit à l'éducabilité pour tous. C'est inscrit dans les grandes déclarations des droits de l'homme, mais également le droit à philosopher pour tous, à faire respecter, comme je vous le disais tout à l'heure, la Convention internationale des droits de l'enfant. Et finalement, on va voir que cette pratique se fixe les mêmes objectifs que ceux des programmes d'éducation morale et civique. Il s'agit de devenir un individu autonome et de former, pour nous les enseignants, le futur citoyen en développant sa raison critique, qui va être respectueuse des croyances confessionnelles, la liberté de conscience, le pluralisme des opinions, des convictions, des modes de vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'éducation morale et civique, telle que présentée dans les programmes, elle met en œuvre aussi 4 grands principes ou grandes dimensions qui coexistent. On retrouve parmi ces 4 principes une dimension qu'on appelle la dimension du sensible ou la sensibilité. En effet, il n'y a pas de conscience morale qui ne s'émeuve, qui ne s'indigne ou qui ne s'enthousiaste. Et l'éducation à la sensibilité va viser justement à connaître, identifier ses sentiments, ses émotions, ceux d'autrui, à les mettre en mots et à les discuter. La deuxième dimension intéressante, il me semble, c'est la dimension qu'on appelle normative, qui vise à faire acquérir finalement le sens des règles, à faire comprendre comment au sein d'une société démocratique, eh bien, les valeurs communes, elles vont s'intégrer dans les règles communes. La troisième dimension, qui est une dimension plus cognitive, appelée aussi jugement, qui ambitionne de former les esprits au jugement moral. L'élève ici va comprendre et discuter sur les choix moraux que chacun rencontre dans sa vie. Il va apprendre à appréhender le point de vue d'autrui, à argumenter, bien sûr, à conceptualiser et à problématiser. Et ces habiletés de pensée vont solliciter un vrai travail sur le langage dans toutes ses formes, écrites ou orales. La dernière dimension, c'est celle qu'on appelle l'engagement. Comment finalement l'école doit permettre aux enfants, aux élèves de devenir acteurs de leur choix, de participer non seulement à la vie sociale de la classe, de l'école, mais plus tard aussi de la cité. Cette dimension va donc développer chez eux l'esprit de coopération et de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Alors, qu'est-ce qu'on entend maintenant par formation de l'esprit critique? Eh bien, on va le voir, c'est avant tout, comme je venais de le dire, un état d'esprit qui favorise l'écoute, la curiosité, ce que les Grecs anciens appelaient le thomazein, c'est-à-dire la capacité d'émerveillement et d'étonnement. Et là, les enfants sont champions du monde. L'autonomie, être capable de se fixer soi-même ses propres règles de conduite dans la vie. La lucidité et l'humilité, mais c'est aussi un ensemble de pratiques. Comment je m'informe, j'évalue l'information, comment je distingue les faits des interprétations, comment je confronte et comment j'évalue ces interprétations.
Avant de se lancer maintenant dans l'animation d'un débat philosophique ou d'une discussion à visée philosophique, alors je fais une parenthèse, depuis 2018, depuis juillet 2018, le terme de discussion à visée philosophique, DVP, a été changé par le gouvernement. Ils ont remplacé par débat réglé. Alors pour nous, ça ne change pas grand-chose, même si tout de même, nous avons reçu avec beaucoup de violence le fait qu'on ait retiré le mot philosophie. Alors donc, je vous disais avant de commencer à se lancer dans l'animation d'un atelier de philosophie, on doit d'abord se demander c'est quoi une question philosophique, car toutes les questions ne sont pas philosophiques. Et pour éviter de tomber dans le piège très fréquent, hélas, d'ateliers philosophiques qui ressemblent plutôt à des cafés papotes, des conversations de café du commerce, ou des espaces pseudo-thérapeutiques, ou pire, à ce que certains appellent des ateliers du bonheur, pour éviter finalement que les échanges ne se réduisent à un catalogue de la redoute d'une suite d'opinions et de points de vue juxtaposés et déconnectés les uns des autres, il y a quelques points, on va dire, à respecter. Donc le premier, s'interroger d'abord et se demander en quoi la question que je veux soumettre à mes élèves est vraiment philosophique. Alors voici quelques pistes de réflexion. On va dire qu'une question philosophique, c'est une question, pardon, excusez-moi, j'ai raté, voilà, c'est une question qui se pose à tout le monde, qui s'est toujours posée aux humains et qui se posera encore demain. Nous sommes tous concernés par elle un jour ou l'autre. Elle peut aussi toujours se poser à nouveau, car elle n'a pas de solution définitive, unique. Il y a donc un renouvellement possible des réponses. C'est également une question importante qui peut parfois même s'avérer urgente, car elle nous concerne de près ou de loin. Elle procède bien évidemment toujours par remise en cause de ce qui est banal, admis et communément convenu. Elle a inévitablement des conséquences sur notre vie de tous les jours. Elle réclame un engagement personnel, un effort d'argumentation, un effort de réflexion. Et enfin, elle vise à comprendre le sens de l'existence et la valeur de ce qui fait de nous des humains. Du coup, une véritable question philosophique bien posée va conditionner la qualité du débat philosophique également. On peut voir voilà, sur cette diapo ce qui ne relève pas d'un débat à visée philosophique. Une conversation de café de commerce, un atelier du bonheur, la recherche d'une bonne réponse, une compétition entre les débattants, les discutants, un cours magistral de philosophie ou une leçon de morale. Alors maintenant que tout cela est bien posé, le débat philosophique il va également permettre de constituer ce que Matthew Lipman appelle une communauté de recherche philosophique, on appelle une CRP. Dans cet espace, les élèves vont apprendre donc à écouter la parole de l'autre, à confronter leur point de vue dans le respect des différences. Et à ce titre, la classe va devenir progressivement une forme d'agora démocratique dans laquelle, bien sûr, il conviendra de respecter une éthique de la discussion. Ainsi, on le voit. Si l'éducation traditionnelle se base plutôt sur une pédagogie de la réponse ou du résultat, dans l'atelier philosophique, on va renverser totalement la démarche en se basant sur une pédagogie du questionnement, du doute et de la délibération. C'est donc une démarche éducative plus égalitaire, plus coopérative, qui va créer de véritables espaces de démocratie vivante. Alors, voyons également en quoi cette pratique développe le goût pour le débat d'idées, car philosopher, c'est joyeux, mais c'est aussi apprendre à douter. Alors, philosopher nous apprend à douter. En effet, cette nécessaire rupture avec la pensée commune et tous les préjugés qui l'entourent s'inscrit bien au cœur de toute démarche philosophique. Pourquoi? Eh bien, parce que le dévoilement des mécanismes cachés, des mécanismes subtils qui circulent au travers des préjugés, il est également nécessaire pour mener une réflexion qui soit précise et rigoureuse. Pour cela, nous chercherons à développer principalement, à travers nos ateliers de philosophie, 4 grandes exigences intellectuelles qui sont le socle de cette pratique et qui sont travaillées en atelier de philosophie. Alors, la première, c'est la problématisation. Il va s'agir de remettre en question ses opinions. On me dit qu'il ne faut jamais mentir. Bon, est-ce toujours vrai? Il va s'agir de penser aussi ses certitudes en termes d'hypothèses, ce qui va être le rôle de la discussion contradictoire, d'interroger les présupposés de la thèse,
Si j'affirme que les fantômes sont méchants, bah, finalement, je présuppose qu'ils existent. Il va s'agir aussi de montrer en quoi la question soulève un problème. L'amour, oui, mais est-ce que ça dure toujours? Et il va falloir également interroger les enjeux pour la condition humaine et leur urgence existentielle. On a ensuite la deuxième habileté de pensée qui est la conceptualisation. La conceptualisation, on va être on va discuter une notion, par exemple la justice, la dignité, ou sur une question à qui appartient la terre, quelle place pour l'homme dans l'écosystème, d'où vient ce que l'on mange, des questions qui sont formulées souvent d'une manière purement verbale et donc abstraite, mais qu'ici, on va essayer de justifier, de clarifier. On va avoir, par exemple, comme sur la diapo, la représentation initiale. La liberté, c'est faire tout ce que je veux. Comment va procéder le travail de conceptualisation? On va essayer d'extraire les présupposés. Oui, mais ce que je veux est toujours souhaitable. Puis on va essayer aussi d'en extraire des conséquences. Bah, si je fais toujours ce que je veux, je peux peut-être porter préjudice à moi-même ou à autrui. Et on va aussi dégager tout un réseau notionnel de distinction conceptuelle. On va voir que finalement, la liberté, bah, c'est une notion qui est connexe et qui va aussi ouvrir une réflexion sur le désir, sur la volonté, sur la responsabilité, sur le droit, sur les lois, etc. La troisième habileté, je vais vite, je suis désolée, c'est le temps, c'est l'argumentation qui consiste bien sûr à ce que les élèves apprennent à toujours justifier, expliquer leur point de vue à l'aide d'exemples, de contre-exemples, d'objections, de contre-objections et d'arguments. Et enfin, la dernière habileté de pensée qui est l'interprétation ou l'approche interprétative qui est très intéressante. On va partir par exemple d'un objet, un texte, ou une situation vécue pour essayer d'en dégager les sens plus ou moins divergents, voire contradictoires qu'ils impliquent. J'ai pris le cas ici d'un tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, et vous avez sur la diapo un petit peu les étapes de ce qu'on va essayer de faire dans cette approche dite interprétative. On voit ici que la relation, elle n'est plus duelle, mais finalement triangulaire. Il y a moi, il y a les autres, et puis il y a l'objet que nous regardons ensemble, que nous lisons ensemble. Nous observons tous pour justifier nos interprétations. Et ici, on va voir que la démarche philosophique, elle acquiert aussi finalement un caractère expérimental qui est plus percutant peut-être. L'idéal, évidemment, étant d'aborder ces 4 exigences intellectuelles en les mixant de manière un petit peu subtile tout au cours des ateliers. Donc, par ailleurs, si l'accent est souvent mis sur le développement de l'esprit critique et sur ce cheminement-là intellectuel et cognitif, je pense qu'on ne doit pas pour autant délaisser le développement d'autres compétences, comme par exemple la compétence qu'on appelle la pensée attentive, qui se doit d'être travaillée aussi parce que c'est elle qui va développer toutes les formes d'empathie, que ce soit les empathies émotionnelles ou les empathies intellectuelles. Cette pensée attentive, qu'on appelle également le caring thinking, c'est une pensée qui est soucieuse du poids des mots, de l'importance aussi du dialogue entre les émotions et la raison. C'est une pensée empathique qui est préoccupée tout autant d'elle-même que de celle d'autrui. C'est finalement la pensée attentive, c'est une pensée qui va contribuer à créer ce climat de confiance qui doit régner dans une communauté de recherche. Et puis enfin, la troisième pensée intéressante à développer, c'est ce qu'on appelle la pensée créatrice, qui va permettre l'audace des hypothèses, qui va aider l'élève à sortir de ces schémas de pensée convenus en l'encourageant à tenter l'aventure de l'investigation philosophique en construisant une pensée originale, singulière, personnelle. À l'adolescence, c'est très compliqué. Et le climat donc sécurisant qu'on va mettre en place, eh bien, il est très important, justement au moment où on pourrait avoir envie de proposer une idée innovante et qui, parce qu'elle est innovante, pourrait être rejetée de manière brutale s'il n'y avait pas ce climat de confiance. On le voit dans ce contexte propice, les élèves deviennent des co-chercheurs et se trouvent finalement dans une structure éducative horizontale où la place de l'animateur n'est plus prépondérante.
Et à ce titre, on peut parler d'une véritable révolution copernicienne de la conception éducative. Mais ça fonctionne en tout cas, et ça permet au moins d'atteindre les finalités émancipatrices et libératrices qui permettent à la parole et à la pensée de surgir. Un dernier mot maintenant sur la métacognition qui s'inspire des neurosciences. Alors, moi, je pense qu'un travail de métacognition peut aussi être mis en place. Et je dirais même, il doit être mis en place si l'on vise l'émancipation des élèves. En effet, lorsque nous réfléchissons, lorsque nous faisons des actes de raisonnement, lorsque nous parlons même, eh bien, nous accomplissons des actes cognitifs. Tout ce qui se rapporte à l'acte de penser, d'apprendre, de comprendre est considéré comme de la cognition. Dégager des hypothèses, dégager des conséquences, fournir des critères, synthétiser tout ça. Mais lorsque nous parlons de métacognition, nous faisons référence à un mode de pensée différent. C'est finalement faire un retour, la plupart du temps critique, sur la manière dont on a réfléchi sur un sujet, sur la manière dont nous nous y sommes pris pour résoudre un problème, pour répondre à une question ou pour arriver à telle ou telle conclusion. Finalement, la métacognition, c'est réfléchir sur l'acte de réfléchir. Et finalement, ça va effectivement prendre du temps pour se mettre en place. Mais en tout cas, ça aura le mérite d'évaluer et d'apprendre aux élèves à s'auto-évaluer pour voir si les outils qu'on a utilisés, ils ont été finalement correctement employés. Alors, je vous ai mis sur la petite diapo quelques cas de métacognition, car finalement, se questionner sur notre manière de faire, c'est un acte qui allie aussi bien une dimension sociale et une dimension cognitive. Et ça rend le concept d'émancipation et le concept de démocratie peut-être un peu moins abstrait et moins virtuel. À présent, regardons, on a très peu de temps, voilà, quels sont les enjeux finalement de cette thématique sur l'environnement qui nous intéresse aujourd'hui avec l'Office français de la biodiversité et les aires éducatives. Alors, ces séances de philosophie que je vous ai présentées vraiment très, très brièvement, je rappelle que cette petite conférence n'est absolument pas une formation, c'est juste pour replacer dans son contexte cette pratique. Ces séances de philosophie, en lien avec les enjeux environnementaux, elles ne sont pas à confondre, on va dire, avec les séances dites d'éducation à l'environnement ou à l'économie solidaire, même si elles en sont bien sûr complémentaires. Il va s'agir ici, en philosophie du moins, de faire réfléchir sur les relations complexes de l'homme à la nature. On le sait, le propre de l'homme est d'être un être de culture et donc de transformer la nature. On pourra inviter, par exemple, les élèves à se questionner. L'homme, lorsqu'il s'inquiète pour la nature, cherche-t-il à la protéger pour elle-même ou plutôt à se préserver lui-même pour son propre bien-être et sa propre survie? La nature a-t-elle un caractère sacré, comme le sont par exemple les vaches en Inde? Quelle différence peut-on faire entre le respect de la nature en tant que telle et la préservation de ressources pour l'humanité? Etc. Il y a énormément de questions. Les questions, comme le choix du lexique, bien évidemment, seront toujours adaptées à l'âge des élèves. Alors, la philosophie pour questionner le monde, c'est intéressant pour ces questions environnementales, puisque l'éducation à l'environnement et au développement durable se limite la plupart du temps, souvent, à une simple prise de conscience des dangers que représente la croissance actuelle pour les milieux naturels, pour la biodiversité et pour l'homme, bien évidemment. Mais moi, je déplore que cette éducation à l'environnement et au développement durable s'inscrive souvent aussi justement dans une perspective plutôt utilitariste, égoïste finalement. Nous devons protéger la nature, nous devons économiser l'énergie parce que c'est notre intérêt. Bon, une telle démarche empêche finalement peut-être qu'on se pose les questions fondamentales. Par exemple, la toute première, c'est quoi la nature? Parce que tout le monde dit qu'il faut protéger la nature. Oui, mais est-on tous d'accord pour conceptualiser, pour définir clairement ce que c'est que justement ce concept de nature? Et puis ensuite, pourquoi devrions-nous préserver la diversité des espèces vivantes? C'est une question aussi qui peut faire l'objet d'un atelier de philosophie qui se déploierait sur 1, 2, 3 séances. Quelle relation avons-nous, nous les hommes, avec la Terre qui nous porte? C'est quoi le genre humain? A-t-il une réalité, source de devoirs, d'exigences morales, ou bien ne s'agit-il qu'un simple concept abstrait?
Et la réponse qu'on va apporter aux élèves, elle va conditionner finalement les positions qu'on va prendre sur ces questions. Parce que l'idée d'une croissance économique infinie et exponentielle est souvent remise en cause par son argument principal, c'est la limitation des ressources condamne ce type de croissance, surtout si on veut que ces ressources-là soient partagées de manière équitable par tous. Vous voyez que également, à travers la philosophie liée aux problématiques environnementales, on va pouvoir aborder des concepts connexes de justice sociale, d'équité et d'égalité. Pourtant, nous sentons bien aussi que le seul problème n'est pas celui de la croissance. Oui, alors il y a cette petite citation qui est intéressante aussi pour peut-être cycle 3 collège d'Emmanuel Kant, la cruauté envers les animaux et la violation d'un devoir de l'homme envers lui-même, qui pourrait lancer, si vous voulez, toute une série de questions. Mais ce qui se joue vraiment dans cette approche philosophique, c'est la conception finalement de nos rapports humains et des raisons qu'on a d'agir et finalement aussi des fins ultimes de notre existence. La question, l'homme a-t-il pour seule vocation d'être le maître, le possesseur de la nature pour en jouir et pour en assouvir ses besoins et ses pulsions, ainsi que le pensait Descartes? Ou doit-il plutôt trouver un équilibre qui respecte l'un et l'autre? Peut-on aussi puiser des ressources qui ne soient pas matérielles, mais par exemple psychiques et spirituelles dans la nature? C'est une question aussi qui est intéressante, que moi j'aborde souvent avec les élèves, même dès le cycle 2. Est-ce que la nature, c'est uniquement nous procurer des fruits et des légumes pour manger, de l'eau pour boire, de l'air pour respirer? N'y aurait-il pas autre chose aussi de plus spirituel que l'homme peut développer avec la nature? Les stoïciens grecs nous enseignent que l'homme est né pour contempler la nature et vivre en accord avec lui. Mais bon, est-ce que cette sagesse a encore un sens aujourd'hui? Est-elle dépassée? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Des indicateurs, par exemple, comme le produit national brut, ne sont pas neutres, philosophiquement et moralement parlant. Le privilège qu'on leur accorde est déjà, je trouve, significatif de certaines options fondamentales qu'il est important aussi d'expliciter et de questionner. Et on le sait, les enfants sont très sensibles à ces questions. Il est donc tout à fait possible de rendre très tôt les enfants, les élèves, réceptifs à ces enjeux, même si au début, on le fera de façon intuitive. Je rappelle que l'acte d'enseigner, si on veut être clair, c'est quand même d'abord le postulat d'humilité. On est tous en train de bricoler avec nos élèves et c'est ça qui est chouette aussi. Penser le monde me permet d'agir sur lui. C'est une véritable question de survie et de responsabilité civique, mais aussi une réflexion finalement sur notre relation au monde, sur notre relation à la vie et finalement aussi sur notre relation à nous-mêmes. On voit ici encore que ces réflexions sur les questions d'environnement peuvent nous ramener à une autre question connexe qui est celle de la connaissance de soi. Bon, le temps file, le webinaire, hélas, est très court et j'aurais voulu aussi vous parler, par exemple, vous donner quelques outils pratiques, vous parler de la posture de l'animateur, vous présenter aussi quelques supports inducteurs, de vous parler aussi de l'aménagement de l'espace parce qu'il a une importance pédagogique cruciale, de la place de l'autorité, une question très importante. Les enseignants sont souvent inquiets. Comment placer mon autorité dans ce cercle de sagesse qu'on va créer? Vous parlez des traces écrites, des différents contrats didactiques. Néanmoins, voici quand même quelques thèmes que l'on peut proposer aux élèves en les adaptant bien évidemment au cycle. Vous aviez par exemple, de quoi a-t-on vraiment besoin pour vivre? Faut-il toujours protéger la nature? Faut-il protéger les lieux et les animaux que nous n'aimons pas? Ça rejoint d'ailleurs la question, y a-t-il des plantes ou des animaux inutiles? Les moustiques, par exemple, c'est rigolo. À qui appartient la terre? C'est quoi la nature? La nature peut-elle avoir des droits? Les animaux? D'où vient ce que l'on mange? Alors là, on pourra ensuite, à partir de cette question, aller sur les problématiques du gaspillage alimentaire, qui nous ramèneront d'ailleurs aussi aux questions de justice et de partage équitable. Que pouvons-nous faire à notre niveau pour limiter la pollution? Les lois sont-elles suffisantes pour protéger la planète? L'eau est-elle un bien commun à l'humanité? C'est quoi la santé? C'est quoi l'environnement?
Là, vous avez aussi quelques supports inducteurs. Alors, vous pouvez bien sûr construire vos propres photolangages. Voilà quelques images que moi, je peux proposer selon les cycles. Bien sûr, le caddie de supermarché ira mieux en cycle 3 et collège. Encore d'autres idées, hein. Là, vous avez en bas le tableau de Millet, les glaneuses que vous pouvez bien évidemment mettre à côté du vrai tableau. Et là, c'est une satire détournée. Encore d'autres. Donc là, le premier dessin à gauche peut être intéressant aussi au cycle 3 et au collège. Celle du milieu est un peu compliquée, je ne vous cache pas, en cycle 3, mais ça dépend. On peut des fois avoir des élèves qui vont trouver un petit peu que veut me dire le dessinateur. Je vous présente aussi également rapidement quelques supports. Je dis bien quelques supports. Il y en a des tonnes. Moi, j'aime bien l'album Quand nous aurons mangé la planète avec les CE2, CM1, par exemple. Puis, bien entendu, vous avez tous les recueils des philosophes de Michel Picmal. Mais moi, j'utilise énormément aussi des extraits de films. Par exemple, pour parler de la pollution plastique dans les océans, on peut prendre le petit film de l'expédition Tara en Méditerranée. Vous avez les films d'animation de Steve Cutts qui sont aussi extra, 3 minutes, et qui permettent de lancer un débat philo. Là, vous avez par exemple un exemple de fiche, ce qu'on appelle un plan de discussion, que vous préparez soigneusement, évidemment, que vous n'allez pas suivre forcément à la lettre, évidemment, puisqu'il faut faire preuve de souplesse. On ne sait pas, chaque groupe peut nous emmener sur une route différente, mais il a au moins le mérite, ce plan de discussion, de vous permettre de rebondir et de relancer le débat quand il patine ou quand il part dans un hors-sujet total. Donc, je vous laisse découvrir les questions. Là, vous avez l'album de Jean Villemain, 20 000 ans. Tout près de la frontière, il y a une petite fille qui regarde l'horizon. Au-delà, il y a son ancien village, mais personne n'y va plus. Ça fait longtemps. Et ça fait tellement longtemps que ça va durer 20 000 ans. On peut commencer la séquence en s'appuyant aussi sur la légende du petit colibri, qui fonctionne très, très bien. D'autant qu'en plus, la chanteuse Zaz en a fait une chanson. Et voilà, en idée d'exploitation pédagogique, les élèves de cycle 3 peuvent apprendre aussi la chanson. Ça fonctionne très bien. Vous avez la légende amérindienne du petit colibri. Hop, et puis voilà, donc je termine un petit peu rapidement à mon goût cette petite présentation qui, bien entendu, est loin d'être aboutie. Je voudrais simplement vous dire que si vous avez besoin de plus de précisions sur les fiches ou sur, comment dirais-je, des précisions sur les courants ou autres, n'hésitez surtout pas à me contacter et même si vous avez envie de vous lancer tout de suite avec vos élèves dans une séquence philo, n'hésitez pas à me solliciter, je serai ravie de vous aider. Voilà, voilà. Je vous remercie. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Merci beaucoup, beaucoup, Myriam. C'était très intéressant, même si c'était très rapide, on le sait. 45 minutes. Ah non, mais c'était parfait. En plus, on a commencé un peu en retard, donc oui, j'imagine. Merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions directement. Je vais permettre aux participants de réactiver le micro. Je ne peux pas voir tout le monde. Donc, peut-être signalez-vous aussi dans le chat ou écrivez vos questions dans le chat. Je ne sais pas. Il y a Noélie qui a mis le petit onglet, la petite icône de main. Ah, ah. Bonjour. Non, c'était simplement pour vous applaudir et vous remercier de cette belle performance. Merci Noélie, merci. Donc, en fonction de ce que vous avez, sinon dans les réactions du chat, je ne sais pas si Béa, tu as ton micro. Sur le côté, on se sent parfois un peu seul. Je ne sais pas si tu veux réagir en direct, vu que Myriam ne pouvait pas suivre le chat et présenter. Oui, bonjour, merci, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Moi, je pratique depuis 10 ans et en fait, je me rends compte que les enseignants que j'ai pu côtoyer dans les différentes écoles où j'ai travaillé, notamment au Maroc, où il y avait effectivement beaucoup de questions sur les débats. À l'époque, on appelait pas ça, on appelait ça les débats philo. Se sentais très seule par rapport aux formations parce que je pense qu'on peut pas improviser comme ça un débat philo du jour au lendemain. Il y a une posture, il y a aussi des réactions d'élèves qui sont parfois très surprenantes. Il y a une réalité du terrain.
Et moi, honnêtement, à part la formation au CCE, voilà, que je défends parce que ce sont des valeurs aussi qui, après-guerre, en fait, vous voulez justement apprendre aux enfants qu'ils ne devaient plus y avoir la guerre, d'essayer d'être justement dans l'écoute active, dans l'empathie. À part ça, dans l'éducation nationale, j'ai pas eu de formation qui pouvait me faire avoir en fait le courage de faire des débats philo, parce que je trouve ça aussi ambitieux. Sans être alternative, c'est très intéressant, mais je pense qu'il faut quand même être armé, quoi, parce qu'on peut aussi avoir parfois des réactions très vives lors des débats philo, quoi. Alors, je veux bien te répondre. Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a que deux académies en France qui proposent depuis 3 ans seulement une formation aux enseignants. C'est l'Académie de Versailles, l'Académie de Créteil. C'est des collègues à moi qui s'appellent notamment Stéphanie Miro et Christian Budex. Et c'est parce que tout simplement, ils sont tombés sur les bonnes personnes au rectorat qui ont ouvert les portes. Sachez quand même qu'effectivement, cette question de la formation, elle est très vive en ce moment parce que la pratique suscite encore des résistances au sein même de l'éducation nationale et aussi au sein de la communauté des philosophes, enfin des philosophes en général, ceux qui pensent que la philosophie n'a rien à faire avec les enfants. C'est vrai, ça ne s'improvise pas. Je n'ai pas eu le temps de développer là-dessus. Il y a le diplôme universitaire d'Edwige Cheruter, qui est finalement la seule formation universitaire qui existe pour animer des ateliers philosophiques. Moi, je fais évidemment une petite sensibilisation de formation de 2 jours qui peut permettre de se lancer déjà en autonomie, mais je recommande vivement non seulement de suivre la formation d'Edwige Cheruter, mais également peut-être pourquoi pas celle de Paris Descartes, qui est intéressante sur la philosophie pratique de l'éducation et de la formation. Et puis, si on n'a pas la possibilité ou le temps ou l'argent, parce que c'est payant évidemment, de suivre ces formations, en tout cas de prendre le temps pour chaque séquence, d'être très au clair avec les concepts qu'on va manipuler et d'y aller humblement, parce que il se peut effectivement, comme tu le dis très bien, qu'il y ait des fois des remarques d'enfants. Et ça, alors, quand ce sont des personnes qui sont comme vous, enseignantes, et qui ont l'habitude de gérer des groupes d'enfants, ça va le faire. Mais quand tu as des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui étaient, je ne sais pas moi, je sais pas, bouchère ou charcutier ou jardinier, je ne dis pas ça par mépris, bien évidemment, mais gérer un groupe d'enfants, ça fait partie aussi de la, comment dirais-je, de la formation, que ça ne s'improvise pas. Effectivement, on peut avoir des fois des remarques d'enfants et apprendre à rebondir, apprendre à gérer et à accueillir ces paroles. Ça ne s'apprend pas d'un seul coup. Même moi, des fois, je suis un peu toujours étonnée. Alors, il y a aussi le cas c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. On n'est pas en espace thérapeutique, on n'est pas là pour recueillir comment dirais-je, les confessions des enfants. Attention, on n'est pas si un enfant vient et parce qu'il a envie de parler, que parce que chez lui il subit des violences ou de la maltraitance, par exemple, ça pourrait arriver. Ça dépend trop comment on pose en fait le cadre de son atelier. Bien, il n'est absolument pas question dans un atelier de philosophie de le laisser se répandre et se déverser. On peut le prendre gentiment, le faire asseoir à côté de soi et lui dire, écoute, je te remercie pour ce témoignage. Nous en parlerons tous les deux tout à l'heure après. Puis ensuite, bien entendu, aller voir le responsable de l'établissement, le responsable de la structure et signaler s'il y a lieu de signaler. Vous voyez, ça, ce sont des cas extrêmes. Personnellement, je n'en ai jamais rencontré. Et ça peut arriver tout à fait. Enfin, en tout cas, je pense que la meilleure formation, c'est quand même de les vivre. Et c'est ce que nous, on fait avec les CCE. Parce que là, vous parlez de formation universitaire, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui ont le temps, ni parfois l'argent, pour se permettre de se payer ces formations. Et à l'OCCE, ce sont des formations gratuites sur notre temps personnel, soit. Mais c'est vrai qu'on nous met en situation de débat philo avec des adultes. Hein. On redevient des apprenants, on redevient des enfants. Et je pense que c'est très formateur. Hein, parce que moi, je suis aussi enseignante en maternelle et en CP. Et je fais aussi avec les petits. Hein. Et c'est vrai que là, pour une fois, dans les compétences langagières, c'est vrai que c'est très vertueux. Mais je pense que nous, on avait pris le parti pris, effectivement, de ne pas intervenir lors des débats philo. Et même moi, parfois, je me tourne parce qu'il y a, pour nous, on dit au début du débat philo qu'on est des citoyens du monde, qu'il n'y a plus l'enseignant et les élèves, et qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Parce qu'autrement, les enfants, ils ont tendance à attendre l'acquiescement que la maîtresse opine du chef et disent « Ah oui, ça, c'est très intéressant. » Et c'est vrai, parfois, c'est extrêmement intéressant, même pour les petits.
Ils ont des réflexions très poussées, mais c'est très important, en tout cas, pour moi, de ne pas, de bien leur spécifier que dans un débat philo, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, quoi. Alors, c'est exactement pour ça que souvent je projette l'image de ce canard lapin. En même temps, attention, parce que justement, récemment, on discutait de ça avec des confrères. À force de dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on pourrait effectivement tomber dans le piège du relativisme absolu qui dirait, quand quelqu'un dirait, évidemment, moi je pense que les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Non, il y a quand même des points de vue qui ne sont pas défendables, qui ne sont pas entendables en philosophie. Et c'est justement cette limite-là qu'il faut. Alors, bien sûr, quand un propos relève d'un délit ou contrevient à la loi, il faut le rappeler. Alors, on va dire que toutes les réponses sont valables du moment qu'elles sont argumentées. Mais en même temps, c'est vrai que nous, bon, c'est assez subtil, il faut faire attention. Alors, quand vous dites que vous vous retournez, moi, je trouve ça un petit peu étonnant parce que nous sommes assis en cercle. Pourquoi? Afin que tout le monde puisse se voir. Est-ce que c'est important de se voir quand on se parle? Oui. Pour mieux s'entendre, parce qu'il n'y a pas que le langage des mots, il y a le langage corporel qui est important, et aussi parce qu'on est dans un principe d'égalité. Et justement, l'animateur n'est plus le maître. L'animateur devient co-chercheur avec les autres discutants. C'est pour ça que personnellement, je préconise, mais alors vivement, l'échange de services. Il vaut mieux si, par exemple, toi, tu as une grande section maternelle, que tu puisses animer avec des élèves d'une autre classe, qui soit cycle 2, cycle 3, etc. Parce que les élèves ont quand même du mal, comme ça, de se défaire de l'image de leur maître. Celui qui va, évidemment, bien entendu, leur enseigner, mais aussi les évaluer, les noter. Oui, alors faut-il avoir une équipe qui est aussi partie prenante des débats philo? Ouais, c'est vrai, c'est pas évident. Mais ce qui est dingue. Des postes à profil, parce qu'effectivement, il y a des enseignants qui ne sont pas forcément pour, parce qu'ils ont peur. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont peur, parce qu'on donne la parole à l'enfant. Et quand je dis que je me retourne, c'est parce que moi, je suis avec des petits. Et les petits, la maîtresse, voilà, c'est la parole. Enfin, voilà, il y a trop d'engagement affectif. Alors, je ne me retourne pas, je me mets 3/4, mais je ne les regarde pas quand ils prennent la parole. Ah, d'accord. Voilà. Moi, la quatrième règle, parce qu'on fait voter des règles quand même, on n'est pas au Club Med. Hein. Il y a la quatrième des règles, c'est la plus difficile d'ailleurs. Moi, je leur dis, écoutez, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est éviter quand vous prenez la parole, de me regarder moi ou le président ou la présidente de séance et d'essayer de regarder l'ensemble des discutants pour essayer d'interagir entre vous. Et c'est la règle la plus difficile. Ne pas se moquer, ne pas s'attaquer à la personne quand on n'est pas d'accord, mais plutôt s'attaquer à ses propos. C'est tout à fait rapidement approprié comme règle. Il est interdit voilà. Personne n'est obligé de parler. Hein, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne pense pas. Là encore, ils comprennent très vite. Avant de lever le doigt, je réfléchis et j'argumente, ils comprennent. Mais le plus difficile, et d'ailleurs même pour nous, hein, c'est de ne pas interroger l'élève quand il lève le doigt, puisque nous donnons cette fonction à un élève lui-même, hein, une fonction qui va tourner évidemment. Et moi, au début, j'avais vraiment du mal. Je me tapais sur la main parce que j'avais tout ce background là, crasseux, dont il fallait que je me nettoie. Mais je travaille avec j'interviens souvent en maternelle aussi, en grande section et en CP. Ouais, les enfants, c'est-à-dire que ce qui est très frustrant, d'un côté, on a des programmes ministériels, des instructions officielles qui nous encouragent à animer 30 minutes jusqu'en CE1 par semaine et 1 heure à partir du CE2, des débats à visée philosophique, et en même temps, excusez-moi pour l'expression, je ne voudrais pas que ça vous fasse mal, mais en même temps, d'un autre côté, les enseignants ne sont pas formés. C'est vrai qu'ils ont du mal à se sentir légitimes et aptes. C'est vous dire, mesdames et messieurs, à quel point la discipline philosophique a été sagement et méthodiquement mise dans une tour d'ivoire pour qu'elle reste évidemment le plus possible élitiste, réservée si possible à des hommes, à des blancs, âgés, ultra diplômés. Eh bien nous, dans notre mouvement des nouvelles pratiques philosophiques, notre combat, c'est justement de la faire sortir de ses carcans et de ses bunkers épistémologiques pour qu'elle puisse se répandre dans toutes les strates de la société. C'est pour cela que j'interviens, par exemple, en prison avec des jeunes mineurs, dans des structures médico-éducatives avec des enfants porteurs de handicap, dans des médiathèques avec des personnes âgées. Voilà, à partir du moment où il y a de l'humain, il y a la capacité à penser le monde dans lequel je vis et du coup, peut-être aussi à agir dessus, s'il me paraît pas satisfaisant. Myriam, j'ai une autre question.
que je vais lire de Florian, qui est comment lier concrètement cette pratique avec le développement des aires éducatives. Et le concept même des aires éducatives, c'est d'être dans la position de réflexion, déjà dans le choix d'une zone sur laquelle on va poser cette aire éducative et de tout ce qu'on va en faire ensuite. Donc, en fait, cette pratique, elle peut se faire tout au long. Enfin, moi, je peux répondre un petit peu et après, je te laisse en parler. Et Florian, si tu veux compléter. Et donc, tout au long du projet, il y a le temps de discussion, de réflexion qui sont liés à cette pratique philosophique. Et tu as la question, est-ce qu'interroger le lien, le rapport à la nature n'est pas contradictoire avec le concept de gestion d'espace naturel? Et là, je laisserai peut-être Myriam réagir. Et moi, je peux déjà dire que la question d'interroger quelle est la gestion de l'espace naturel, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on veut en faire, notamment sur quelles sont les attentes des enfants vis-à-vis de leur aire éducative, c'est une vraie question, d'interroger leur lien à la nature et leur lien sur la gestion, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et il ne faut pas présupposer de ce que veut dire gestion d'un espace naturel. Je te laisse, Myriam. Oui, alors là, je bois du petit lait. On en a parlé un petit peu, toi et moi, et c'est vrai que, puisque dans les aires, enfin, dans ce dispositif, il y a un référent qui peut faire intervenir aussi des personnes extérieures, parce que comme on le disait avec Marion, on ne peut pas être spécialisé en tout. Je pense qu'il serait pas mal, si on veut inclure des temps réflexifs dans les projets d'aire éducative, de ponctuer de part en part, peut-être au début, peut-être quelques-uns au milieu et à la fin, évidemment, pour essayer de faire une synthèse de ces temps d'échange réflexif. Parce que finalement, on va sur le terrain, voilà, on va visiter une déchetterie, par exemple, on va fabriquer un potager permaculturel, on va installer des ruches, on est dans l'action, dans le faire. C'est très bien, parce que n'oublions pas que la philosophie, elle est en prise directe avec le réel. Il n'est pas question, justement, de rester dans une espèce de hors-sol, de hors-temps. On est là pour comprendre le monde. Donc, mais c'est bien si ça vient en complément, effectivement, d'une petite réflexion, peut-être pour choisir l'espace que nous allons décider de préserver, de protéger, de valoriser. Pourquoi? Voilà. Alors, si c'est la forêt, tiens, c'est l'occasion aussi de dire, tiens, et pourquoi? À quoi servent les arbres? À quoi servent les forêts? Et c'est quoi une forêt? Voilà. Moi, je fais ici en Finistère, désolée, en Finistère, mais c'est magnifique, le Finistère. On a une école ici à Saint-Renan où on a fait des ateliers philo dans la forêt, parce il y a une école qui voudrait développer un petit peu ce que font nos amis scandinaves et germaniques, développer un petit peu l'école dehors, quoi. Et puis sinon, il y a le dispositif d'aide, d'éveil à l'environnement et à l'éco-citoyenneté qui existe depuis 20 ans ici chez nous en Pays d'Iroise, auquel je participe, et qui a des associations historiques comme Bretagne Vivante, Eau et Rivières de Bretagne, Le Petit Caillou, Les Petits Débrouillards, mais qui m'ont intégré pour venir justement compléter un petit peu ce qu'on voudrait faire dans les aires éducatives. Finalement, l'agir, mais aussi le penser, parce que c'est important. Et ça donne peut-être plus de sens et de cohérence à l'action, du coup. Et ça la nourrit, quoi, je pense. Tout à fait. Je voulais juste compléter, en fait, dans le rapport à la nature, ce que je voulais interroger, c'est la place de l'homme dans l'environnement. Oui, oui. Voilà. Oui, voilà, oui, tout à fait. C'est la question pour moi la plus importante, on va dire. Parce que finalement, les gamins, on s'aperçoit très vite qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas polluer, qu'il faut protéger, que les espèces sont en voie d'extinction, de disparition, que les abeilles, la pollution, ils ont bien conscience. Pour aller un petit peu au-delà de c'est pas bien la pollution, justement, quelle est notre place? Voilà, à nous, les humains. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on en est arrivé là? Ça, c'est une question aussi intéressante. C'est une question intéressante. Et comment sortir de l'anthropocentrisme? Comment sortir de l'anthropocentrisme? Alors ça, avec des élèves de CM1, CM2, hop, au tableau, moi, j'utilise, alors j'ai pas le temps d'en parler, mais moi, je suis quelqu'un qui suis partisan d'introduire des contenus savants, même si on n'est pas en cours de philo, hein.
et qu'on ne fait pas une conférence. Les enfants sont friands. Ils n'ont pas peur. Si tu fais un atelier sur la mort et que tu parles de Kierkegaard, tu vas avoir un petit pépère de 8 ans qui va te dire moi, je ne suis pas d'accord avec Kierkegaard parce que. Et ils n'ont pas de souci pour découvrir des connotations, des étymologies, des noms propres, des courants de pensée. Moi, je suis plutôt rousseauiste. Les enfants n'ont pas de problème. Et donc, anthropocène, anthropocentriste, tous ces mots qui peuvent faire peur, on les écrit au tableau, on les décompose rapidement, ils en comprennent le sens et ils enrichissent leur culture générale. Oui, c'est une question qui est intéressante, Florian, tout à fait. Tu as des quelles classes, toi? Alors moi, en fait, je ne suis pas du tout enseignant. Je Ah, suis t'es animateur réseau Ah ouais. pour le réseau régional d'éducation et environnement en Bourgogne-Franche-Comté. Ah, Ça fait 3 ans que j'accompagne des classes d'école dehors et je vais coordonner une expérimentation d'accompagnement de classes sur une ATE. Et c'est des questions qu'on s'est posées déjà dans l'école dehors. bah ouais, c'est des bonnes questions. Bonne question. Alors, je regarde l'heure et j'ai vu que déjà certains sont obligés de partir. Donc, je vous propose, même si c'est frustrant, Ah oui, il y a plein de questions. Ouais, là là, ouais. d'arrêter là ou alors de prendre une dernière question. Je voyais vouloir gérer un espace, n'est-ce pas déjà se situer en dehors de cet espace? J'aime bien cette question. Ah, je vois une question sur le bâton de parole. Voilà. Alors, c'est Béa. Béa, disons qu'avant le Covid, on va dire que moi, j'utilise un petit coussin en forme de cœur, qu'on se lance délicatement pour éviter que tout le monde se lève pour aller apporter le bâton. Parce que si tu ramasses un bâton sur le coin de la tronche, ça fait un peu mal, on va dire, ça pique. Et donc, du coup, on se lance un petit coussin. Là, on n'a plus le droit. C'est interdit. Donc, du coup, ben voilà, on lève la main, mais c'est vrai que l'objet, je n'ai pas eu le temps de parler de tous les objets didactiques qui sont des éléments facilitateurs du scénario pédagogique. Je n'ai pas eu le temps de grand-chose, on va dire, aujourd'hui. Ben, en tout cas, avec Marion, on s'est dit que si ça vous intéressait, cette approche-là, on pourrait refaire peut-être d'autres rendez-vous. Voilà. C'est exactement ça. Du coup, je vais vraiment tous vous remercier, surtout, enfin, toi en premier lieu, Myriam, hein, pour avoir été avec nous et nous avoir partagé, nous avoir donné un aperçu, mais qui a donné très envie, en tout cas à moi, de ces choses-là. Je vous mets justement à tous un questionnaire de satisfaction. Je le renverrai peut-être par mail, vu que déjà certains sont partis, pour que vous nous donniez vos retours et surtout si vous avez envie qu'on continue et qu'on poursuive et qu'est-ce que vous voulez explorer davantage, que ce soit dans les questions philo ou autres au niveau des conférences. Donc, Et si je peux rajouter que si vous voulez bien aussi partager comment vous avez trouvé ce temps d'échange entre nous sur le site, par exemple, ou sur Facebook, où je suis avec l'association L'Écume, ça me fera vraiment plaisir, parce que je ne vous cache pas que mes confrères dans le milieu de la philosophie avec les enfants étaient très, très intéressés, très curieux de savoir si finalement ça intéressait beaucoup d'enseignants. Et en fait, oui, bien sûr que oui. Ça fait plaisir, quoi. C'est génial, bien évidemment. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année quand même. Et prenez soin de vous et on se recontacte très prochainement.